Bonjour à tous. Très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. La salle est quasi comble, c'est une bonne nouvelle. Marque un intérêt et pour le documentaire et pour son écriture. On s'en réjouit. Voilà, nous sommes ici à l'invitation de l'ASA, l'Association des scénaristes de l'audiovisuel francophone. Je remercie ici Sarah Schenkel qui m'a contacté pour animer ce débat. Et l'ASA est par ailleurs très heureuse de pouvoir organiser pour la première fois un événement comme celui-là au sein de Filmer à tout prix. Alors je me présente, je m'appelle Cyril Bibas, je suis producteur de films documentaires au CVB, Centre Vidéo de Bruxelles, qui est un des ateliers de production de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et indépendamment de produire des films, j'ai mis en place depuis 2019 maintenant des ateliers d'écriture au sein du CVB. Voilà, et c'est entre autres pour ça que Sarah m'a contacté pour cette rencontre d'aujourd'hui. Alors avant de faire ce petit tour de table et que chacun de mes voisins se présente, je vais introduire un peu le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui. Pourquoi et comment écrire le cinéma documentaire. Alors le cinéma documentaire s'écrit. Il n'est pas assujetti au réel, il n'est pas la reproduction ou l'enregistrement de faits bruts. Comme le cinéma de fiction, il est une transposition, une représentation guidée par la vision de ses auteurs. L'importance de l'écrit dans la conception actuelle du documentaire est bien présente. L'écriture joue un rôle déterminant dans le processus de création des films et demande un travail préalable de rédaction quasi scénaristique, je le mets pour l'instant entre guillemets, on y reviendra. Alors, par rapport à cette écriture qui est préalable au tournage, il y a des réalisateurs qui s'inscrivent un peu contre cette pratique. Ce ne sera pas le débat aujourd'hui, mais on peut citer des noms comme Frédéric Wiseman, Claire Simon, ou aussi, plus près de la Belgique, Edmond Bernard, par exemple, qui avait réalisé un magnifique film qui s'appelle Dimanche. Ceci étant posé, on va s'interroger aujourd'hui sur les enjeux de l'écriture documentaire, ensuite sur les formes que cette écriture peut prendre, et ensuite, on réfléchira ensemble à la question qui est posée par l'ASA, qui est celle d'interroger la possibilité, la pertinence d'un travail commun entre l'auteur du documentaire et un co-scénariste. Voilà pour l'introduction. Eh bien, Luc, est-ce que tu veux commencer par te présenter ? Ce que j'aimerais bien, c'est que, si possible, vous puissiez parler de votre activité, parce que je sais qu'autour de la table, il y a des réalisateurs, mais aussi des monteurs, mais aussi des producteurs, mais aussi des scénaristes, donc pouvoir le détailler, et peut-être, en quelques mots, dire les projets sur lesquels vous travaillez pour l'instant. Voilà. Maintenant ? Oui. Ah bon. Je m'appelle Luc Jabon, je suis scénariste et cinéaste, scénariste et cinéaste à la fois de fiction et de documentaire. Je suis aussi professeur de scénario à l'IAD. Alors, puisque ici on est dans le documentaire, évidemment, c'est là-dessus que vont se régler nos discussions. Quoiqu'il y a quand même des passages entre l'un et l'autre, c'est pas toujours si évident de faire la distinction pure et dure, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et dans le cadre des projets sur lesquels je travaille pour l'instant, j'ai donc terminé dans la collection de la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles un documentaire sur Joachim Lafosse, qui passera prochainement au Bifilm Festival, mais peut-être que certains l'ont déjà vu. Et pour l'instant, je travaille sur deux projets. Un projet où je suis co-scénariste, justement, de documentaire pour Françoise Lévy, qui est un film autour de la correspondance qu'il y a eu entre Marguerite Yourcenar et Delvaux pour l'adaptation de l'œuvre au noir. Et au-delà de cette correspondance, se pose le personnage central de cette aventure de l'œuvre noire, qui est un personnage qui s'appelle Zénon. Et Françoise Lévy a voulu, à partir de cette correspondance, imaginer un documentaire qui reposerait aujourd'hui la vie d'un tel homme de conscience, dissident, nomade de l'époque de la Renaissance,
et quelles en seraient aujourd'hui les résonances aujourd'hui. Donc c'était un défi qui n'était pas évident au niveau de scénaristique, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et je suis sur un autre projet de documentaire aussi que je vais réaliser, qui sera sur Bruxelles. Alors, ma productrice Martine Barbet d'Image Création m'avait invité à dire tiens, est-ce que ça s'intéresserait de faire un documentaire sur Bruxelles? Et d'une manière assez stupide, j'ai dit oui, puisque je suis né à Bruxelles, j'y ai vécu, j'en ai l'accent, donc comme vous pouvez l'entendre. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà énormément de films formidables qui ont été faits sur notre ville, que je ne connaissais pas et que j'ai appris à connaître. Et ça m'a profondément dérouté parce que je me suis dit, misère, quel angle d'attaque je vais pouvoir trouver pour pouvoir faire un film sur Bruxelles qui soit différent de tous ceux qui ont déjà été faits. Et donc voilà, donc je suis à l'étape justement de la scénarisation et si on a l'occasion, je vous dirai ce que j'ai pu humblement trouver. Bonjour, donc je suis Manon Koubia, donc cinéaste aussi. Je me prête à l'exercice du scénario parce que je fais également des fictions. Je navigue entre plusieurs formes, documentaire, expérimental, fiction, et c'est pour ça qu'ici je ne ferai pas forcément de distinction quand on parlera d'écriture, parce que j'en fais pas nécessairement quand j'écris. Et mes films et les dossiers, puisqu'on va parler de dossiers et de stratégie. Et d'autre part, j'ai eu l'occasion aussi de produire des documentaires. Et il y a une autre donnée qu'on voulait ajouter, on pensait que c'était important avec Lydie, on est aussi lectrice au Xara, et du coup ça permettra d'évoquer aussi le point de vue du lecteur des dossiers, quand l'auteur prend connaissance d'un dossier d'un autre auteur. Je trouve que c'est important aussi. Voilà, pour résumer. Et sinon, actuellement, pour la première fois, je me prête à l'écriture d'un long métrage. Voilà, c'est douloureux, c'est long. Et je m'apprête à tourner un court métrage, à nouveau, pareil, qui navigue entre plusieurs formes et qui, du coup, a du mal à trouver sa case auprès des commissions. Bonjour. Moi, c'est Charlotte Grégoire. Je suis également cinéaste, réalisatrice de documentaires uniquement. Je n'ai jamais écrit de fiction. Le dernier film que j'ai réalisé, que j'ai co-réalisé, parce que je travaille essentiellement en co-réalisation avec la même personne. Donc le dernier film, c'est Bureau de chômage, qu'on a terminé en 2015. Et actuellement, je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle Les Saisonniers, qui raconte la vie de cinq personnages en Roumanie qui sont dans la nécessité de quitter leur village comme saisonniers, pour travailler comme saisonniers en Europe de l'Ouest. Voilà. Donc, je suis Lydie Vissopt-Claudel, également cinéaste, réalisatrice de documentaires et monteuse. Voilà. Et donc lectrice, comme disait Manon, comme le rappelait Manon, au Xara. J'ai réalisé Killing Time, Entre deux fronts, en 2015. J'ai toujours alterné les projets de réalisation et le montage, donc chose que je continue de faire avec grand plaisir et passion. Et voilà, toujours dans l'idée que les deux pratiques se complètent et s'enrichissent. Et actuellement, je suis en écriture et en repérage pour un nouveau documentaire qui se passe à Bruxelles. Autour du projet de la petite école, qui est un projet d'école qui accueille des enfants réfugiés ou en tout cas qui ont des parcours d'exil et qui n'ont jamais été à l'école. Donc le projet de cette école, c'est de les familiariser au code de l'école. Et voilà, donc c'est un projet qui va parler de l'école, mais voilà. Et un petit peu comme Luc, évidemment, je m'attaque à un sujet très souvent traité et assez complexe. Donc voilà, c'est le chantier en cours, on va dire. Eh bien, merci à vous tous. Effectivement, les sujets en général ont déjà été traités. Et c'est la manière de les aborder qui fait toute la différence. C'est de ça notamment dont on va parler aujourd'hui. Alors,
On commence par les enjeux de l'écriture documentaire et par ce premier aspect assez particulier où l'auteur-réalisateur de documentaire est dans un rapport singulier à la réalité. Denis Gerbrand définit cette position de la manière suivante: une réalité qui existe indépendamment du film, dont notre représentation ne sera qu'une facette. Nous menons un propos à l'intérieur d'une réalité, nous ne l'épuisons pas. On est donc en face d'un réalisateur qui va faire une lecture du réel, qui va vouloir en dégager du sens, et qui va pour ça utiliser les outils du cinéma, l'image, le cadrage, le son, plus tard le montage, et opérer une série de choix, celui du sujet, on vient d'en parler maintenant, mais aussi celui de l'approche. Est-ce qu'on sera dans une logique de cinéma direct? Est-ce qu'on sera dans un recueil de témoignages, dans un film d'archives, dans un film essai, dans un film historique? Il va devoir également choisir des protagonistes pour incarner le sujet qu'il traite. Donc sur le fond comme sur la forme, le cinéaste écrit son film pour mieux le concevoir, mais également pour expliciter ses choix et ses partis pris, on y reviendra plus tard, pour les rendre intelligibles à lui-même, mais également à son équipe, et plus tard aux commissions, ou parallèlement aux commissions de sélection du film. Donc j'ai une première question à vous poser, de savoir en tant que cinéaste comment vous définissez ce rapport au réel. Qu'est-ce qui s'y joue pour vous et en quoi il est la matrice du film qui va venir? Qui veut commencer? C'est la question la plus difficile, hein, c'est la première. Après, ça ira. Moi, je pars pas d'un sujet dans lequel je vais essayer de faire rentrer des protagonistes. En général, il y a une rencontre qui préexiste. Et cette rencontre va m'amener vers un film et de fait le sujet du film. Mais voilà, au départ, c'est une émotion première qui est souvent liée à une rencontre, parfois une photographie, ce qui était le cas d'un de mes derniers films, L'Immense Retour. Et donc ça, c'est la matrice première, et qui est une émotion forte, une intuition. Et puis partant de là, il y a quelque chose qui va s'écrire, alors qui ne va pas nécessairement être le dossier que je déposerai à la commission, mais en tout cas qui va s'écrire dans le carnet des envies. Et voilà. Et de là adviendra un film ou pas. Des fois, il y a des des fois, ça, pour l'instant, ça a amené, ça n'a pas dépassé le stade de la prise de notes, qu'elle soit écrite ou filmée, parce que je commence à filmer très vite. Mais en tout cas, voilà, c'est souvent une rencontre, un lieu, et puis après, l'envie d'y passer du temps. Tu parlais de Wiseman tout à l'heure, Claire Simon, qui ne se prêtait pas à l'exercice des dossiers parce qu'effectivement, ils écrivent en faisant. Et que voilà, j'aurais plutôt tendance à d'abord passer du temps avec les personnes qui vont devenir les personnages de mon film et à me prêter à l'exercice de l'écriture du film à venir après coup. Mais donc effectivement, le réel, que ce soit au final pour aller vers une forme plus fictionnalisée ou une forme plus expérimentale ou documentaire, même si encore une fois, je trouve que les frontières sont très infimes en ce qui me concerne. Évidemment, il est là et c'est la matière de base, mais avec toujours comme matrice la première intuition forte qu'est la rencontre en général. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair. Juste une question, c'est quoi ce carnet des envies? Il existe, il est palpable? Oui, il est palpable. Ce sont toutes les notes que je peux prendre. Ça peut être sous forme de poésie, de photographie. Et alors après, effectivement, mais ça peut-être qu'on y reviendra plus tard, l'idée c'est d'être le plus conforme possible à cette écriture assez libre. Et qui parfois on est obligé un peu de tordre quand on passe à l'écriture du dossier, qui est beaucoup plus formelle. Mais à chaque fois, ce qui va me guider jusqu'à la fin, c'est ce qui s'est d'abord écrit sans censure et sans retenue dans ce carnet, et même dans les premières images en général que je prends très tôt dans le processus. Dans cette discussion sur le réel que j'ai déjà eu souvent, moi, j'ai toujours fait la distinction entre la réalité et le réel. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Je m'excuse d'être un petit peu philosophe là, mais en fait,
je suis assez lacanien sur la question du réel. Pour moi, le réel, on n'y a pas accès directement, en fait. Le réel, c'est quelque chose qui est effectivement, comme tu l'as dit, Cyril, en dehors de nous. Et pour l'atteindre quelque part, on passe par ce qu'on pourrait appeler la réalité, ça veut dire la perception qu'on a de ce réel qui est caractérisé par notre cerveau, par la fabrication de notre œil, etc. Hein, par exemple, un chat ou une abeille ne voient absolument pas cette réalité de la même manière que nous. Dans ces distinctions qu'on peut faire et que les philosophes font entre la réalité et le réel c'est quoi alors? C'est ce que Lacan dit. Il dit un truc que je trouve vraiment, qui m'a toujours frappé. Il dit c'est ce qui est impossible à dire. Donc c'est la naissance, la mort, la jouissance, la souffrance. On ne peut pas la dire complètement. On peut que, comme il le dit, la mi-dire, la dire à moitié. Et ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le réel est quelque chose qui nous résiste. Donc quand on est dans le documentaire et que on s'attaque au réel, parce que le réel, il est effectivement là, et il est même en nous, et on est composé évidemment de ce réel également. On travaille souvent sur une forme de résistance, et je rejoins un peu Manon, moi aussi, que dans le début d'un travail que je fais dans le documentaire, je m'accompagne souvent, pas seulement de photos et d'une forme d'immersion sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais sur un cahier et des prises de notes, parce que je sais que je dois arracher quelque chose à un réel qui me résiste, qui ne va pas comme dans la fiction. Par exemple, la fiction, elle relève de mon imagination, elle relève de mon imaginaire. Donc, je peux inventer tout ce que je veux, même si évidemment chez nous c'est plutôt limité économiquement. Donc, si je veux 200 éléphants qui descendent les étangs Mélartes, ça va pas être évident à faire. Mais enfin, bon, il y a une liberté dans la fiction sur la composition du scénario et de la narration qui est moins évidente au niveau du documentaire. Et donc cette distinction m'a permis de comprendre que comme la fiction, mais à un autre niveau, tout documentaire est une construction. C'est pas quelque chose qu'on peut capter directement du réel. Donc j'ai toujours pensé que c'était un peu une aberration de dire on peut filmer le réel directement. Non, on passe par ces intermédiaires-là, puisque la caméra est elle-même construite pour que notre œil puisse comprendre ce qui est filmé. Et donc c'est cette construction qui se joue. Et c'est là où les enjeux se jouent au niveau de la scénarisation. Ça veut dire quoi? Construire cette réalité que l'on perçoit par rapport à un réel qui est derrière et qui, lui, est très difficile à arracher, quoi, et qui résiste, et qui revient toujours à la même place. Clément Rosset, il dit un truc aussi formidable, il dit « le réel est idiot ». Donc c'est pas de lui qu'on va sortir quelque chose dans un documentaire, c'est autre chose. Et c'est quoi cette autre chose? Et c'est ça sur lequel, chaque fois que je fais un documentaire, quelque part, je m'interroge. J'ai entendu il y a quelques jours ici dans une salle de cinéma un réalisateur qui s'appelle Patrick Chia qui a réalisé Brothers of the Night, je crois que c'est comme ça que s'appelle le film, et il disait avant le film voilà, ce n'est pas un film sur Vienne, ce n'est pas un film sur la prostitution, ce n'est pas un film sur les Roms, c'est un film sur rien. Et je trouvais ça très beau parce que finalement c'est une envie, une rencontre avec des jeunes garçons qui lui a donné envie de faire le film. Et c'était pas un sujet qu'il avait dans sa tête, où il n'a pas voulu en faire un sujet. Il a voulu filmer cette rencontre et ces jeunes qui le fascinaient. Et ça, je trouvais ça très beau et ça résonnait beaucoup par rapport à et notre, je dis notre parce qu'on est souvent deux, comme je le disais au début, d'avoir envie de cette envie de départ de faire un film, c'est aussi parfois lié à une rencontre, à des gens qui nous fascinent ou dont on a envie de raconter l'histoire.
Je me suis assez reconnue dans ce que tu as dit, Manon, et donc dans ce que tu dis aussi, Charlotte. Et il y a un mot qui n'a pas été prononcé qui me vient aussi, c'est la notion de désir. C'est que du coup, il y a la rencontre, il y a une intuition, une émotion. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être au départ, même si c'est assez flou, une vision, c'est-à-dire dans cette rencontre, un lieu, une image, une lumière, un visage. Il y a la vision de ce lieu ou de ce visage déjà ailleurs, au-delà de la réalité, déjà dans, j'ai pas envie de dire un objet film, mais en tout cas et du coup il y a le désir, le désir d'aller fabriquer autre chose avec cette réalité, ce réel. Et c'est là que ça devient compliqué si on bifurque sur l'écriture, c'est comment conserver le désir et comment le nourrir sans cesse pour qu'il soit là jusqu'au bout, parce que ça va être un long trajet qui suit. Et comment faire passer, aussi comment le communiquer aux autres, et que ce soit l'équipe ou tous les autres, évidemment. Et donc effectivement un rapport à ce réel alors qu'il nous résiste, et un rapport qui est le point de départ, qui est l'impulsion de départ d'un film, et qui va ensuite connaître toute une série d'étapes. Et alors l'étape que j'aimerais aborder maintenant, puisqu'on est dans les enjeux, donc on est là autour du documentaire dans un rapport très particulier entre l'auteur et ce réel face à lui. Et il y a également la question de l'écriture, mais à ce moment-là, plus du point de vue, cette fois, de l'industrie. Tu parlais de censure tout à l'heure, Manon, et de retenue pour l'écriture de ce genre de dossier. Alors, rappelez que on est effectivement dans le cinéma documentaire. Le cinéma s'inscrit dans le cadre d'une industrie cinématographique, avec ses commissions de sélection, avec ses critères de fabrication, sa technique, avec ses règles de financement, d'exploitation, mais aussi avec une répartition des tâches au sein d'une équipe. Donc voilà, on est dans un cadre de réalisation, de production. Après, vous pouvez ne pas être d'accord évidemment avec ce que je dis. C'est une manière de lancer la discussion. Aujourd'hui, il y a des mécanismes de soutien qui existent. Écriture, développement, production, finition, qui encouragent la création documentaire. Mais il y a beaucoup d'appelés pour peu d'élus. La concurrence est rude pour obtenir ces aides institutionnelles. On constate une inflation des postulants, et qui entraîne une forme de surenchère dans l'élaboration des dossiers, qui sont des dossiers d'une certaine manière préstructurés. On y reviendra plus tard aussi, mais en général, note d'intention, de réalisation, synopsis, traitement, etc. On se rend compte que dans ce processus, en tout cas, le dossier est un outil nécessaire, et que, d'une certaine manière, son écriture procède d'une double logique. À la fois quelque chose de personnel, de créatif, et à la fois un document qui est utilitaire, puisqu'il est là pour convaincre, qu'il est accompagné d'un devis, qu'il est accompagné d'un CV, qu'il est accompagné de tout ça. Donc la question qui maintenant arrive sur cette table, c'est de savoir comment on jongle avec ça au moment d'écriture. Est-ce que ce passage obligé du dossier est vécu comme une atteinte à sa liberté, ou comme une contrainte créative? Et dans ce cadre-là, comment éviter un possible formatage? Qui veut commencer? Cette question est évidemment que tu poses est super importante, elle est fondamentale pour nous, cinéastes et scénaristes. Mais elle demande d'abord régler un autre enjeu. Et l'autre enjeu, on l'a vécu très concrètement dans les documents que la commission de sélection de films demandait dans le passé pour l'écriture du documentaire. Et c'était un mot qui a fait un débat de ouf dans les associations, parce que ce mot, c'était... il s'agit de proposer aussi, indépendamment de la note de réalisation, de la note d'intention, de la note de producteur, un traitement. Et ce traitement, il était opportun qu'il soit narratif.
Et il y a eu un débat énorme autour de ce mot narratif. Ce mot est lié intégralement à la fiction. Donc la narration, c'est évidemment la manière dont un récit va se développer et va s'écrire. La narration en fiction, elle a ses lois. Et ces lois, comme je le dis souvent, excusez-moi pour mes anciens étudiants qui sont là, elles remontent très haut dans notre histoire, puisque ces lois ont été édictées par Aristote, qui, à travers la poétique, a donné les lois du récit. Avant, ces lois n'étaient pas du tout formalisées. On ne racontait pas de cette manière-là. C'est lui, pour faire bref, qui a normativisé la manière d'écrire des récits. Et c'était des cours même qu'il donnait à des tragédiens et des futurs tragédiens de l'époque. Je vais pas trop entrer là-dedans parce que ça mériterait un débat extrêmement long, mais il y a un mystère extraordinaire, c'est que ces lois du récit ont continué à perdurer à travers les siècles et elles sont toujours en gros d'application aujourd'hui. Donc quand vous lisez des livres de gourous scénaristiques, Mackie, Truby, etc., et même Sorcher et Jabon, vous allez vous retrouver devant, en gros, ces mêmes règles et ces mêmes lois. C'est assez mystérieux parce que la société a quand même méchamment changé et donc il y a quelque chose qui a transversalement passé à travers l'ensemble de l'histoire. Mais ça, c'est un autre débat. Par contre, ce qui nous intéresse ici par rapport à notre débat sur la narration, c'est que ces lois ont engagé un processus qui est le processus qu'on ne se rend pas toujours compte quand on rentre dans les lois du récit de la narration. C'est ce que j'appelle, pour faire bref, la causalité. Vous entrez dans un système d'effets et de conséquences. Vous inventez un événement ou une situation en fiction qui va avoir une conséquence. Cette conséquence va avoir un effet, et l'effet, évidemment, il est là pour déjouer la conséquence, sinon le spectateur a déjà tout compris à l'avance. C'est un système extrêmement serré, extrêmement normatif. La causalité dans laquelle nous entraîne le récit de fiction est quelque chose qui est à la fois d'une fascination extraordinaire, parce que ça ordonne le récit que vous racontez, par une loi qui est encore plus forte et qui est déjà inscrite chez Aristote, c'est que la fin commande le commencement. Quand vous commencez votre histoire, même si vous ne connaissez pas sa fin, à un moment donné, c'est cette fin qui commandera le commencement. Et tout se joue là-dedans. Évidemment, quand on est dans le documentaire, c'est pas du tout le même processus. On vient, et vous l'avez déjà tout bien exprimé, on est confronté à une réalité et on n'a pas envie nécessairement, par un traitement et par une écriture d'un dossier, d'ordonner à l'avance cette réalité comme on peut la faire en fiction. Et donc, on se trouve devant une manière qui doit être d'écrire différente. C'est ce que nous avons, nous, au niveau des associations et au niveau de la discussion intellectuelle qu'il y a eu là-dessus, toujours pensé. Et donc, on a voulu enlever ce mot narratif de la question du traitement dans la manière de proposer les dossiers à la commission. Pourquoi ? Une anecdote que vous connaissez peut-être et qui peut vous aider à comprendre. Il y a Boileau qui rencontre Racine dans la rue et lui dit « Tiens, comment va Phèdre ?» Et Racine lui répond « Elle est terminée, je n'ai plus qu'à l'écrire. » Ça, c'est vraiment le scénariste tel qu'on l'entend dans la fiction, le scénariste qu'on appelle à programme. Il sait à l'avance, souvent en tout cas dans les 3/4 du terme, quand il écrit son scénario, après avoir écrit un synopsis, etc., comment va finir son histoire, en gros comment elle va se passer, et comment cette fin commande le commencement. Le scénariste de documentaire ne peut pas être un scénariste à programme, pour moi. Il doit être un scénariste à processus. Il entre dans un processus qui n'a rien à voir avec le côté programmatique que peut avoir la fiction, et il va travailler dans quelque chose qui suppose d'autres éléments pour pouvoir
développer l'écriture d'un scénario de documentaire. Je ne vais pas les exposer déjà trop vite, mais bon, voilà. Et cet engagement-là, il est à mon avis fondamental. Il est fondamental qu'aujourd'hui, on puisse défendre une manière de présenter les dossiers, puisque c'est de ça déjà que tu parles, Cyril, et c'est pour ça, excusez-moi cette longue introduction, une manière de présenter les dossiers qui permettent de laisser cette liberté du processus ou cette spécificité du processus de l'écriture du documentaire, qui ne peut pas être comparée à la fiction. Et pourquoi, et je termine là-dessus, pourquoi est-ce que c'est un débat aujourd'hui? Parce que beaucoup d'opérateurs dans les chaînes de télévision, de Arte à la RTB, en passant par des producteurs, etc., appellent à ce que nous scénarisions narrativement de plus en plus les documentaires. C'est un danger. Pourquoi est-ce qu'ils appellent à ça? Parce qu'ils disent, c'est formidable. Si vous scénarisez bien et que vous narrativisez, et que vous prenez même, comme certains le disent, les ficelles des séries télévisées pour faire des documentaires, vous allez beaucoup plus facilement capter le public et le garder, et lui donner l'envie de regarder le documentaire de bout en bout. C'est donc à la fois quelque chose qui est fascinant, parce que ça plonge le documentaire dans la causalité, tout s'explique, tout se justifie, et en même temps c'est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que le documentaire, sa force, c'est quand il échappe évidemment à ça, et quand il va vers ce réel que je distingue de la réalité. Mais alors, Luc, quand même, le dossier, c'est quoi pour toi? Comment tu l'accueilles d'une certaine manière? Est-ce que tu te sens bridé d'une certaine manière? Est-ce que tu te sens contraint en écrivant un dossier? Bon, pour aller maintenant au bout de ça, le dossier, pour moi, c'est ce à quoi le scénariste du documentaire s'affronte. Je pense que il y a deux choses auxquelles le scénariste du documentaire s'affronte. C'est d'abord, et qui n'est pas aussi prégnant dans la fiction, c'est la thématique. Souvent, quand on se lance dans un travail de documentaire, même sur un sujet qui peut paraître aussi général de ceux qu'on a présentés ici, très vite, pour comprendre l'angle d'attaque qu'on va trouver et qu'on va prendre, on trouve une ou des thématiques. Ce qui n'est pas nécessairement le cas de la fiction, qui, lui, est plus lié à la manière dont l'histoire est racontée. Et cette thématique, elle lance un débat sur une question que tout documentaire s'affronte, qui est plutôt la question de la vérité de cette thématique. Quelle vérité, aussi subjective et individuelle soit-elle, ou aussi collective, selon les sujets qui sont pris, à quelle vérité on va s'attaquer pour développer cette thématique. Donc pour moi, dans un dossier, ce qui est le plus important, c'est la note d'intention. Ce n'est pas le fait d'écrire un traitement de 20 pages qui raconte l'histoire. D'abord, Eric Van Buren, qui a présidé la dernière commission pour le documentaire, alors qu'il préside plutôt les commissions de court-métrage et de fiction, était étonné en découvrant les dossiers qu'il y avait la note d'intention des réalisatrices ou des réalisateurs, des cinéastes, assez long, avec spontanément le développement de la thématique ou des thématiques qui vont être mises en question. Quelle vérité cherchaient ces cinéastes à arracher aux intervenants, aux interlocuteurs, à la situation dans laquelle ces interlocuteurs vont être plongés dans ce documentaire. Et puis venait le traitement qui mettait tout ça en musique et racontait tout ça comme si tout était déjà fait. Donc on arrive dans des trucs complètement louvdingues où on est obligé de dire presque dans le traitement et madame dit ceci sur telle situation et tel ça et monsieur répond ceci, etc. et tout, alors qu'on n'en sait rien puisqu'au moment où on va tourner, peut-être qu'ils diront tout à fait autre chose et espérons même qu'ils diront autre chose pour garder cette liberté et cette marge de manœuvre que le documentaire permet. Donc d'accord, moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une narration du documentaire, mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir à sa spécificité et à sa singularité et ne pas l'assimiler, comme le font beaucoup d'opérateurs, d'une manière simpliste à la narration en fiction. Parce que sinon,
si vous assimilez les deux, si vous ne faites pas cette distinction, si on ne fait pas cette distinction entre narration du documentaire et narration de la fiction, on entre dans la causalité, on entre dans la justification de conséquences et d'effets, et à ce moment-là, on bride la manière dont tout à coup des surprises du réel peuvent subvenir, ou si elles se passent, on doit refaire cette scénarisation après au montage, parce que le matériau qu'on a réuni n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait espéré au départ. Et pire encore, la fiction, dans la causalité, est liée à des péripéties. Donc si on doit commencer à construire des péripéties dans le documentaire comme on le fait en fiction, quel sens exactement ça ? Surtout dans une écriture préalable, dans un traitement qu'on fait. Donc il y a aussi la vraisemblance. La vraisemblance. Mais justement, le réel, c'est pour ça que je le distingue de la réalité, le réel, il est invraisemblable. Hein, quand un Polonais assassine sa femme avec sa jambe de bois et qui cache l'arme du crime dans la forêt, on dit, attends, c'est complètement invraisemblable, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? Comment est-ce que c'est possible qu'une chose puisse se dérouler de cette manière-là? Quand vous la déplacez en fiction, ça ne fonctionne plus. En fiction, on va dire, il faut rendre ça crédible, il faut rendre ça vraisemblable. Tandis que dans le documentaire, le côté invraisemblable d'une situation doit être, doit rester présent, doit être quelque chose qui doit pouvoir être filmé. Et ça doit, à ce niveau-là, il faut garder une marge de manœuvre et une liberté beaucoup plus grande. Donc, pour dire bref, je suis contre le traitement narratif en documentaire et je suis plutôt pour la note d'intention et les thématiques qui peuvent être développées par rapport à une vérité possible. Je voulais juste... Effectivement, il y a le danger de la narration, mais en attendant, pour parler concrètement, c'est ça qu'on attend d'un auteur dans une commission de film. Si. Encore à la dernière commission de film, on m'a demandé ce sera quoi la fin du film, comment il va se terminer. Ça veut dire que si on sait comment va se terminer le film, ça veut dire qu'on a tout un fil narratif en tête. Sinon, on ne sait pas dire comment il va se terminer. Ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus le faire. Lisez les documents du Centre du cinéma sur le traitement que vous devez remettre. Il n'est plus du tout inscrit parce qu'on s'est battu pour enlever ce mot-là. Parce qu'effectivement, s'il y a narration, il faut connaître la fin. Je suis d'accord. Mais ils ne peuvent plus. On ne peut plus donner ça comme argument. Et nous devons nous battre en tant que cinéaste du documentaire pour dire c'est pas là-dessus que vous devez discuter. Vous pouvez discuter sur la cohérence de mon projet, de mon sujet, sur tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez plus discuter là-dessus. C'est un argument, pour moi, non recevable. Vraiment. Et je suis désolé s'il y a encore des membres de la commission qui reviennent avec des arguments pareils. Ce n'est pas correct et il y a un travail de pédagogie et d'éducation à faire pour dire que les membres de cette commission doivent évoluer comme même les documents l'ont fait, puisque les documents l'ont fait maintenant. Relisez ces documents. Ils ne suivent pas les documents qui doivent suivre, qui sont mis dans le Centre du cinéma sur ce qu'on doit déposer. Donc on doit vraiment s'insurger contre ça. C'est extrêmement important, je pense, pour la force du documentaire en Belgique, qui est réelle et qui doit être conservée. En tout cas, si on dépose un dossier avec une note d'intention très forte et très belle et juste et tout ce qu'on veut, tout type d'adjectif qu'on peut y mettre, ça suffira jamais. Ça, c'est sûr. Oui, parce que pour compléter, je confirme qu'effectivement, on attend encore de nous de se prêter à cette aberration. Mais je crois qu'au-delà des commissions, c'est aussi... Parce que je crois que c'est apparu... moi, je sais, quand j'ai fait mon premier rendu de dossier il y a 10 ans, on me demandait déjà effectivement un traitement. Alors j'ai trouvé un superfuge, j'ai mis mouvement du film, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Sauf qu'en l'occurrence, je faisais partie de celles qui mentent. On est pas mal, je crois, c'est-à-dire à écrire une fois que le film est tourné. Alors on fait tous semblant, tout le monde le sait, mais on fait surtout voilà. Et donc effectivement, là tout d'un coup, c'est plus simple de faire croire qu'on a une ligne narrative. Mais c'est aussi une réalité. Enfin, faut savoir qu'on est beaucoup à écrire après avoir tourné, parce que déjà il y avait aussi, le temps qu'on va mettre à faire en sorte que les dossiers reçoivent l'aval
de ceux qui décident, entre-temps, la personne, la rencontre, le film, l'urgence du film est déjà ailleurs. Donc il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, et que du coup, le processus d'écriture, il n'arrive pas forcément avant le tournage. Voilà. Après, on le sait tous, mais on continue à faire semblant. C'est ça qui est très drôle, mais y compris quand on est lecteur, on sait très bien qu'un tel a déjà tourné, mais on va quand même continuer à débattre en disant non, mais ça promet un beau film et tout. Bon, voilà, ça c'était la petite aparté. Et pour revenir au fameux schéma narratif, ce qui est très, très, très drôle, c'est que j'ai quand même vérifié qu'à chaque fois, même sans y penser, parce que je refuse d'y penser en avance, que ce soit pour la fiction ou le documentaire, mais ce que je constate, c'est qu'en général, quand je revois mon film, au final, quand je suis à la table de montage, que le film commence à se construire, on y retombe assez systématiquement dans ces schémas actentiels. Enfin, après, il y a toute la... Et donc, je crois que, oui, effectivement, y a ces normes qui datent. Et en même temps, je trouve qu'assez souvent, on s'y retrouve de fait avec son histoire. Voilà, et qu'il y a toujours le danger de vouloir à ce que ça entre en premier au moment de d'écrire. Que ça rentre au montage. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est... On a le matériau, mais pas... Et avant, je trouve ça un peu, effectivement, dangereux et bridant, comme tu disais. Par rapport au dossier, au traitement, au scénario concernant le documentaire, je pense que le truc plus pervers, c'est qu'au-delà des commissions, les télés le demandent aussi. Et c'est aussi un outil qui permet de quantifier. Alors, qui permet de quantifier quoi ? Depuis, pareil, j'ai observé que depuis une dizaine d'années, ça a permis de dire, tout d'un coup, ces chiffres débiles, bon, voilà, un tournage d'un long-métrage documentaire, pour un producteur sur 2, c'est 3 semaines. Voilà. Donc, on d'accord, t'as 3 semaines, voilà. Alors que donc bon, ça veut dire qu'on enlève Wang Bing, Wiseman, Claire Simon, enfin on est plein. Là, j'ai Nicolas Rinconchi, mon compagnon. Enfin, c'est 3 mois sur place, voilà. C'est être là. Et donc, un traitement, un scénario préalable permet tout d'un coup de définir un temps de tournage, du coup un temps de montage, du coup une manière de faire, du coup de budgétiser. Donc c'est cool, on a un budget qui se conforme à une forme et à un temps de présence sur le tournage. Voilà. Je trouve ça toujours un peu dangereux aussi pour ça, parce que du coup forcément ça va obliger l'auteur à quantifier sa présence, à quantifier sa manière de faire et à faire rentrer ça encore une fois, dans une histoire comptable. Parce que je crois que c'est ça, surtout, le traitement. C'est une histoire comptable. Oui, ça témoigne d'une certaine idéologie aussi. C'est mieux d'avoir un long dossier, très détaillé pour pouvoir savoir où on va, a fortiori quand on est un jeune auteur, mais avec un tournage très court et un montage aussi court. Comme ça, on rentabilise. Mais effectivement, on n'est pas là-dedans. Et pas en documentaire de création, comme on l'entend ici, je pense, autour de la table. Est-ce que vous voulez juste rajouter quelque chose par rapport à ça ? Parce qu'on a fait un bond, j'allais venir aux formes après, mais vous avez tout mis dans un autre ordre. Mais par rapport à cette question plus spécifique de ce délicat exercice, on n'est pas obligé d'y rester longtemps, mais simplement dire voilà, comment on manœuvre avec cette écriture un peu cadrée. Moi, j'ai l'impression que, comme la note d'intention, c'est ce qu'il y a de plus dur à écrire, évidemment, curieusement, ce qui s'est passé pour Killing Time, en tout cas, c'est que, en fait, je suis passée par le scénario, bizarrement. Donc, c'est le fait d'imaginer, de visualiser un film avec ses conflits, avec ses tensions, avec des choses qui se réfèrent à ce dont tu parlais, qui m'ont permis de dégager, de formuler en fait les intentions. Avant, j'arrivais pas du tout à les voir, mais le préalable de ça, c'était avant tout l'expérience du terrain. C'est de connaître, c'est d'y passer du temps, c'est de le sentir et c'est de voir le conflit qui inhérent au lieu et qui a mené à l'intuition qu'un film était possible. Et donc il y a déjà le conflit, il y a déjà la narration, elle est déjà là en fait. Elle est juste, elle est pas, elle est sous-tendue, elle est implicite partout, mais elle est là. Et donc curieusement, pour ma part en tout cas, ça s'est passé dans ce sens-là. Et comme avant, j'avais jamais travaillé avec un producteur, c'est par, on va dire, un synopsis développé, alors plutôt qu'un scénario, ou un traitement. Un synopsis développé qui a été l'outil
pour aller vers quelqu'un, quoi. Parce que avant j'étais seule, j'étais en autoproduction, j'improvisais les choses, et parce que j'ai eu envie de sortir de l'isolement, j'ai dû passer par cet exercice qui, du coup, à ce stade, n'était pas contraignant. Au contraire, il m'a permis de me rendre compte qu'un film allait peut-être être possible et de me légitimer. Enfin, ça le rendait légitime, en fait, en moi. Et du coup, je ne l'ai pas vécu comme une contrainte ou une atteinte à ma liberté. Mais tout le reste a été évidemment douloureux. Et le fait de devoir le retravailler, le fait de devoir coller, distinguer une note d'intention d'une note de réalisation, séparer les choses alors que tout est tout le temps mélangé, surtout à ce stade de l'écriture, c'est là que c'est devenu plus compliqué, quoi, pour revenir à la question. J'aime beaucoup cette expression de dire la narration doit être plus implicite dans le documentaire. J'ai pas dit qu'il fallait la refuser, qu'il fallait la rejeter, mais ce côté implicite, ça me dit beaucoup. Parce que quand moi j'avais lu le dossier de Jérôme Lemaire sur le Burning Out, que vous avez peut-être pu voir. Le dossier était tout à fait remarquable. Mais le dossier, c'est que évidemment qu'il y avait une narration implicite. Et il y a une narration dans le documentaire de Jérôme. Mais cette narration était implicite parce qu'elle était le résultat d'une immersion. Et donc ce qu'il décrivait formidablement bien dans son traitement ou dans son synopsis développé, ou peu importe les termes qu'on utilise, c'était que c'était cette immersion qu'il était occupé à faire dans cet hôpital. Et comme il était au stade de demander des aides au développement, etc., et tout à la commission, il était encore en cours de trajectoire de son récit et de ce qu'il voulait faire. Et donc, on se ressentait bien à la lecture du dossier cette immersion qu'il opérait déjà depuis des mois et des mois dans ce lieu. En fait, on devrait faire comme nos amis flamands. Nos amis flamands, ils ont trouvé une formule formidable. Ils disent, vous pouvez présenter des documents pour la commission, que ce soit en documentaire ou en fiction, mais eux, ils disent, ces documents ne doivent pas être codifiés. Et je trouve que ça, c'est une nuance extrêmement intéressante. Ça veut dire que si une autrice ou un auteur veut venir avec un autre type de document pour pouvoir convaincre la commission, quelle qu'elle soit, de donner une aide ou une subvention, il peut. C'est à lui de prouver par les documents qu'il propose. Par exemple, il y a des documentaristes flamands qui ont remis que des photos, avec des notes en dessous de chaque photo pour leur dossier documentaire. Si ça convainc la commission, puisque là aussi, comme chez nous, on défend ce qu'on appelle les auditions, donc on ne veut plus de rapporteurs, on veut qu'il n'y ait que les auteurs et les producteurs, les autrices et les productrices qui puissent, devant la commission, pouvoir parler et défendre leur projet. Comme ça, il y a au moins un contact, il y a un lien qui se fait entre ceux qui vont décider et ceux qui sont là. C'est quand même des gens, des êtres en chair et en os. Il faut instaurer d'une manière systématique, ce qui est le cas, hein, la commission, à ce niveau-là, a plutôt, je trouve, bien évolué. Il faut instaurer la rencontre entre les autrices, les auteurs et la commission de sélection des films, et que les documents puissent, on donne des modèles, puisqu'il y en a qui aiment avoir des modèles, et pourquoi pas, ils peuvent être utiles pour un certain nombre d'entre nous. Et puis aussi, si vous voulez venir avec d'autres types de documents, eh ben vous pouvez, c'est votre droit. Ce ne sera pas du tout rejeté par la commission. Je trouve que ce serait bien d'évoluer vers un schéma comme ça qui est beaucoup plus dans ce que moi j'appelle les scénaristes à processus et pas les scénaristes à programme. Mais oui, là-dessus, je te rejoins effectivement que dans l'idéal, on puisse arriver avec les matériaux qui correspondent au film qu'on a envie de faire. Voilà. Alors après, c'est toujours pareil, c'est que moi, je l'ai tenté une fois sur un film et ça dépend vraiment du vis-à-vis. Et que tout d'un coup, j'ai eu quelqu'un en face de moi pour qui ça a parlé. Et donc ça a marché, c'est-à-dire que j'étais plutôt partie sur... il y avait un poème, il y avait une photo, j'étais dans une écriture complètement libre, c'est-à-dire il n'y avait pas... la note d'intention était liée à la note de réalisation, c'était vraiment une forme très libre dans laquelle j'avais pris beaucoup de plaisir, où je ne me censurais pas.
Et puis il y a une autre fois où, la première fois avec donc le même dossier, la première fois, j'ai vraiment une personne en face de moi qui m'a dit ça, c'est pas un dossier. Donc, voilà, et donc voilà, c'est aussi parier sur le fait que ce soit reçu en face. Et pour l'instant, dans les vis-à-vis, malheureusement, on est quand même face à des gens qui nous demandent plutôt d'être dans des formules et qui sont perdus sans ces formules, et notamment des gens qui parfois n'ont rien à voir avec le cinéma. Ça m'est arrivé dernièrement. Donc forcément, pour eux, la seule base d'évaluation, le seul critère, c'est celui qui est normé. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir dire, là, il y a autant de pages pour ça, ça me paraît correct, mais qui n'ont absolument pas cette liberté d'appréciation d'une proposition artistique. Au contraire, ils ont besoin d'avoir une grille de lecture qui va permettre de formuler un jugement, une évaluation, et de dire si oui ou non le dossier est passable en commission. Et effectivement, là, il y a des choses quand même à dire, parce que c'est quand même... l'expérience, elle est récente. Moi, elle date d'il y a un mois, mais on a tous ce genre d'expérience vis-à-vis de nos rapporteurs et des vis-à-vis qu'on a eu à la commission. C'est quand même un problème. On souffre de ça en tant que réalisateur, parce qu'on est en train de niveler nos dossiers par le bas. Quand je parlais de censure, ça va loin. C'est-à-dire que moi, je m'interdis dans mes dossiers à la commission de citer des auteurs que j'aime, parce qu'on ne voit pas qui c'est. Alors, le dernier, c'était André Delvaux. Je vois pas. Mais c'est quand même grave. Je dépose à une commission cinéma en Belgique, en invoquant André Delvaux, on ne voit pas qui c'est. Bon, pour moi, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas à la base. Non, mais là, sachez tous que, et vous le savez certainement, il y a une réflexion en cours pour réformer les instances d'avis, dont celle de la commission de sélection des films. Donc, l'année prochaine, tout ça va changer. Donc c'est le moment ou jamais de faire des nouvelles propositions, pas seulement pour les documents qu'il faut déposer, la manière dont ça doit fonctionner, mais aussi par rapport à ceux qui siégeront dans ces nouvelles commissions instances d'avis. Le problème, comme toujours chez nous en Belgique, c'est que tout le monde s'occupe de ça en même temps, et il n'y a pas assez de concertation, de discussion à ce niveau-là. Donc la ministre est occupée à faire une énorme réforme de toutes les instances d'avis, mais qui ne sont pas liées qu'au cinéma ou à l'audiovisuel, en théâtre, en danse, chez les plasticiens, etc., et tout, dans tous les domaines. Et il s'agit quand même d'être prudent sur la manière dont on va faire évoluer les commissions dans l'audiovisuel, parce qu'évidemment, ça demande une spécificité qui n'est pas la même que les instances d'avis qui donnent des subventions pour les compagnies théâtrales, ou pour la danse, ou pour les musiciens ou les plasticiens. Donc on devra être vigilant sur ce terrain-là, mais je pense qu'on va vers quelque chose qui va bouleverser l'actuel champ des instances d'avis telles qu'elles existent, parce qu'elles ne sont plus praticables. Il y a trop de dossiers qui sont déposés. Ça déborde un peu notre débat, excuse-moi Cyril, mais il y a trop de dossiers qui débordent aujourd'hui la commission. Quand il y a 45 dossiers qui sont déposés et qu'on peut en choisir 4 ou 5, il y a un problème qui se pose. Est-on encore dans la sélection ? Ne rentrons pas dans une certaine forme de loterie. Et donc à ce moment-là, il y a d'autres affects qui interpellent les membres de la commission à juste titre pour décider. Ça devient beaucoup trop compliqué, ça devient beaucoup plus difficile que simplement sélectionner ceux qu'on estime les plus cohérents, les plus pertinents, les meilleurs. Ça ne se joue plus sur ce terrain-là, et c'est ça qui ne va pas. Il faut trouver des manières beaucoup plus objectivables d'accueillir les dossiers, et il faut retrouver pour moi une forme de bienveillance. C'est Jean-Jacques Andrien qui utilise cette expression, je la partage entièrement. Une commission est là pour être bienveillante avec les cinéastes. Elle n'est pas là pour nous détruire. Elle n'est pas là pour détruire les projets. Elle est là pour les accompagner, pour les accueillir, pour voir ce qui est le mieux qu'on puisse faire avec ces projets. Est-ce que c'est une aide à l'écriture, une aide au développement, une aide à la production ? Il faut revivre ça positivement. On est entré pour moi, dans une fin de cycle. C'est un cycle qui a démarré à l'époque d'Ingberg. Vous êtes tous beaucoup plus jeunes, donc vous rappelez peut-être plus, mais moi, évidemment, j'ai pu vivre ce cycle qui a démarré à l'époque d'Ingberg dans les années 70 et les années 80, et aujourd'hui, on est dans une fin de cycle. Il faut revoir ça autrement pour retrouver une forme de positivité et de bienveillance dans les instances d'avis. Je rajoute juste que
Je trouve d'ailleurs dans tout le processus de fabrication d'un film que l'étape d'écriture, c'est souvent un peu comme une parenthèse dans le processus, parce que bien sûr c'est hyper important de pouvoir écrire ses intentions, de les formuler, enfin, ça aide aussi à pouvoir les réaliser ensuite. Donc je ne mets pas du tout en cause ce processus de mise par écrit d'un film qui est essentiel. Mais on écrit un film parce qu'on cherche de l'argent et pas juste parce que on veut mettre à plat ce qu'on a en tête. Et donc, c'est comme une parenthèse. Une fois que le dossier est remis, qu'on a éventuellement réussi à obtenir des subventions, pour moi, je le vis toujours comme ça. C'est important après de se replonger vraiment dans le vrai film que j'ai en tête, ou qu'on a en tête. Est-ce que c'était vraiment ça que je voulais faire? Parce qu'on commence à écrire des séquences qu'on imagine, ou sur base de choses qu'on a vues, qu'on a vécues, etc., mais qui ne seront jamais reproduisibles, ou voilà, parce que elles se sont passées à un autre moment et qu'elles ne se passeront plus comme ça, ou plus avec les mêmes personnes. Et donc je trouve ça dommage, cette parenthèse, et d'après de devoir se replonger vraiment dans nos intentions de départ et notre désir de départ. J'ai la définition de ce qu'est un traitement, pour revenir à ce que tu disais, Luc, tout à l'heure. Donc dans les dossiers, la définition du Centre du cinéma, c'est celle-là aujourd'hui. Le traitement consiste en une proposition de structure globale du film, celle-ci pouvant être plus ou moins précise selon la nature du projet. Le traitement comprend en tout cas la description des différents types de personnages qui apparaîtront dans le film. Avec le traitement, il s'agit de proposer des idées suffisamment précises sur l'approche du sujet, tout en laissant la possibilité au réel de surgir par la suite dans le film. Ça va, ça ? Comme disait très justement Manon, il faut que les membres de la commission intègrent cette proposition pour pouvoir l'accueillir, ce qui n'est pas toujours si évident. Maintenant, moi je pense que sortons du bureaucratisme, je veux dire, ne codifions pas. Je veux dire, il n'y a pas de. Je pense qu'il faut faire confiance aux auteurs. Il faut pas. C'est la démarche. Plus on notifie, plus on précise tout ça, plus ça devient compliqué pour tout le monde. Pour ceux qui doivent décider des films qu'ils aident et pour ceux qui remettent des dossiers. Il faut revoir ça de fond en comble. Mais ça suppose une autre philosophie, une autre manière de penser la création et la création documentaire en particulier. Donc voilà. Donc c'est un processus de réflexion qu'il faut poursuivre. En parlant des commissions, on parle évidemment des lecteurs, des gens qu'on a en face de nous, évidemment, et de comment ils appréhendent un dossier, comment ils peuvent aussi accueillir le fait que ça dévie, que c'est pas structuré comme ils attendent que ce le soit. On va juste revenir maintenant peut-être vraiment à l'exercice de l'écriture, si vous voulez bien. On n'écrit pas un film à la première personne, un film de l'intime, comme on écrit un film historique ou un essai documentaire sur une thématique particulière. Comment vous travaillez vos textes d'une certaine manière? Comment vous les rendez, vous essayez de les rendre cohérents, pertinents? Et est-ce que déjà dans l'écriture, vous essayez de, comme c'est peut-être plus valable dans les scénarios de fiction, de donner des indications de rythme, d'intensité, enfin voilà, je sais pas. Ça va rejoindre ce qu'on a déjà dit par rapport à la note d'intention, et qu'effectivement moi je fais pas de distinction avec la note de réalisation, et je pense que déjà là le film il se raconte surtout là, et je pense que c'est vraiment c'est l'exercice le plus douloureux, c'est la partie la plus personnelle, et en même temps je trouve que c'est là où déjà on peut donner toutes les indications de l'auteur qu'on est, et qui fait que c'est nous qui faisons ce film et pas un autre, et donc tout est clé dans la note d'intention pour ça. Et en plus, je trouve qu'on peut déjà y insuffler dans la manière d'écrire, dans le rythme, dans les mots, le film en devenir. Je trouve qu'il y a vraiment... Pour moi, c'est là qu'il y a le film.
Voilà, c'est vraiment. Mais c'est un exercice effectivement du coup très très douloureux parce qu'il est intime, il est personnel et que souvent on doit faire remonter ce qui fait que ce film est nécessaire et qu'est-ce qui fait que ce film c'est nous qui le désirons et pas et que c'est pas un film, c'est pas un sujet dans lequel voilà que je pourrais déléguer à qui que ce soit. C'est mon rapport à ce film-là et pourquoi je fais ce film-là et cette manière de le défendre, de l'amener va déjà préfigurer le film à venir et aussi ma position en tant qu'auteur, ma position morale, éthique. Enfin, je trouve que tout est dans la note d'intention quand elle est bien faite. Et d'ailleurs, pour conclure, en tant que lectrice, je sais qu'avec Lily, on est d'accord là-dessus. C'est ce qui moi retient mon attention. Et d'ailleurs, souvent le traitement, je le lis pas. Enfin, je m'en fous. Enfin, voilà, je le dis. En général, je regarde ce que la personne a fait avant. Ça peut aider. Et c'est d'abord sa note d'intention. C'est là où je sens la sincérité de la personne et du film. Et c'est sur base de ça qu'on sait que le film va se faire, qu'il est important pour la personne. Et de la même manière que les visuels, je trouve ça super important aussi. Il y a des dossiers qui saturent d'images pour montrer qu'ils se sont documentés, mais moi je m'en fous d'avoir 36 000 images. Je suis d'une image bien choisie. Et voilà, j'ai le souvenir comme ça de dossiers très, très petits, mais il y avait une note d'intention très claire, très juste, très belle, et une image. Et juste cette image, c'était le portrait d'un des personnages du film, suffisait à me dire que voilà qu'il y avait un film et un désir du réalisateur pour son personnage. Voilà. Mais alors concrètement qu'est-ce qu'il y a dans cette note d'intention et cette révélation que tu peux avoir en tant que lectrice par rapport à une note d'intention, il faut sacrément bien l'écrire alors pour qu'elle porte. Oui, alors il y a des trucs très drôles, c'est qu'à force de lire, et on a tous fait, je pense, les mêmes bêtises, mais c'est qu'à force d'en lire, alors déjà, très vite, on va repérer les phrases qu'on retrouve dans tous les dossiers. Le son est un personnage à part entière, etc. Donc là, déjà, tout ça, on se dit, bon, formule, ok. Et une note d'intention, c'est celle qui n'est pas dans la formule, qui est dans... Voilà, souvent, elle est très simple, d'ailleurs, la note d'intention qui va nous toucher, qui va nous parler. Il n'y a pas besoin de... C'est tellement personnel, je sais pas, je sais comment. Jusqu'où on va. Jusqu'où on va, il s'agit pas de dire quand j'étais petite, ça aussi, il y en a quand j'étais petite. Non, je pense que c'est un... Je sais pas comment... C'est tellement... C'est particulier, c'est singulier, chaque note d'intention est singulière. Elle doit l'être d'ailleurs, de fait, sinon c'en est plus une. Puis on parle là en notre nom. Il faut accepter que... Et c'est pour ça qu'un comité de lecture existe, j'imagine, c'est sa diversité, et qu'on attend tous peut-être autre chose, mais j'ai la même sensation. Et moi, je sais que je cherche en tant que lectrice cette chose qui va me faire comprendre que le film est, à ce stade de la vie de l'auteur, nécessaire à faire et qu'il se fera, presque quelle que soit sa forme ou la forme qu'il prend en cours de route. Si je sens l'auteur attentif au réel qu'il essaye de raconter, peu importe la forme que ça prend, s'il n'avait pas prévu qu'il y ait de la voix off ou des interviews et qu'au final c'est ça qui s'impose parce que c'est ça qui est juste, pourquoi ne s'offrirait-il pas la possibilité de changer d'avis en cours de route ou d'essayer? Il est là pour ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que du coup, au moment où je me retrouve moi face à mon ordinateur, je me rends bien compte que j'ai beau chercher ça chez les autres, je me retrouve moi-même dans les mêmes mécanismes, parce que j'ai peur, parce que c'est le moment où on doute, parce que c'est compliqué de revenir sans cesse sur les mots et qu'on a des pages et des pages et qu'on a des pages prédéfinies. Je sais que je me retrouve dans la même problématique. Je j'écris pas comme ça me vient, j'écris en faisant déjà les cases. Là, il y aura la note d'intention, là, il y aura le traitement, là, il y aura la note de réalisation. Ah, j'ai déjà trop de pages, alors où est-ce que je le mets? Je suis plus du tout dans le je voudrais que j'ai lu tout à l'heure voilà, Manon m'a montré l'exemple d'un dossier qui a un certain âge de Chantal Akerman qui fait 3 pages et ça commence par je voudrais. Même moi, j'ose même pas me dire que je pourrais commencer comme ça, quoi. On pourrait tous commencer comme ça. Il
Il y a Mary Jiménez dans son film Du Verbe aimé qui dit ceci: le film qu'on fait n'est jamais le film qu'on écrit, mais le film qu'on écrit sert à faire le film qu'on fait. Voilà. Je vais clôturer juste cette partie-là pour venir à la dernière partie maintenant, puisqu'il est déjà 2h15, qui concerne la collaboration avec un co-scénariste. Tu parlais de livres sur l'écriture du scénario, etc. Il y en a un qui a été écrit par Pascal Bonizet et Jean-Claude Carrière, et qui donne des sortes d'exercices à faire. Et il y a notamment celui-ci: ne jamais négliger sous aucun prétexte, le scénario du film documentaire. Il existe plusieurs manières de raconter et de mettre en scène le réel, qui ne se livrent jamais directement, ingénument. Pour rapprocher cette écriture plus secrète que d'autres, il est bon de prendre un documentaire, connu ou moins connu, et d'en écrire le scénario après coup, retrouvant ainsi le chemin suivi par le réalisateur. Donc, je trouve ça intéressant l'idée d'écrire après coup, mais en tout cas ici, il est évident pour eux, ça date de 1990, que le scénario documentaire existe en tant que tel. Et donc ça m'amène à arriver à cette question du co-scénariste. À partir du moment où le documentariste est dans un rapport singulier et subjectif au réel, comment imaginer la place d'un co-scénariste dans ce regard, dans ce face-à-face. Donc j'ai une première question à vous poser, peut-être à ceux qui ont travaillé autant, même si tu fais pas la distinction, ben non, mais du côté de la fiction que du documentaire. Vous abordez différemment les choses, on en a parlé plus longuement déjà, hein. Tu parlais de cette scénarisation, de cette causalité en fiction, etc. Mais alors, comment ça se passe en fait quand vous écrivez vraiment le scénario d'un documentaire, et est-ce que vous pourriez imaginer, tu le fais aussi, je le sais, tu viens de parler d'une co-scénarisation avec Françoise Lévy, comment ça se passe, comment ça se joue là le travail à deux ou à trois? La co-scénarisation en documentaire a cette singularité que moi, souvent, je n'interviens pas du tout comme co-scénariste en documentaire du point de vue narratif. Au départ, c'est pas ça qui pose question pour le ou la cinéaste qui demande un co-scénariste. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que parfois, le cinéaste a une conscience obscure de son sujet ou de sa thématique. Et le co-scénariste peut l'aider à clarifier son point de vue sur la thématique ou les thématiques qu'il veut prendre en charge dans son film, et aussi le point de vue qu'il veut prendre. Ça, c'est extrêmement important, le point de vue en documentaire. C'est évidemment aussi important en fiction, hein. La question n'est pas là, mais en documentaire encore plus. Quel point de vue prendre? Combien de documentaires m'indiffèrent parce que le point de vue a été repris par une voix off externe qui vient raconter, commenter, expliquer la réalité qui est filmée. Souvent, moi je dis, d'abord, travaillons en disant, il n'y aura pas de voix off, même si après il y en a quand même une. Mais essayons que le film se tienne dans sa thématique et dans son point de vue, sans voix off. Parce que la voix off, à ce niveau-là, au niveau du documentaire, est souvent, malheureusement, une facilité, même s'il y a des voix off extraordinaires, mais qui sont moins des commentaires que des voix d'une conscience. Celle de l'auteur, celle d'un personnage, ou celle d'un dieu omniscient sur le sujet qu'on traite. Et donc, moi, je suis plutôt dans ce travail-là. Donc, quand Françoise Lévy vient me trouver sur le projet qu'elle a par rapport à Yourcenar et Delvaux, vous savez, la correspondance entre Yourcenar et Delvaux pour l'adaptation de l'œuvre au noir de Yourcenar est formidable. C'est une correspondance d'une très grande richesse parce que Delvaux est autant cinéaste qu'écrivain et il aime écrire. Et il développe cette correspondance avec Yourcenar avec un plaisir et un désir non fin.
Et Yourcenar, au départ, est assez... elle avait une mauvaise expérience avec le Schoendorfer et elle n'avait plus envie, avec le coup de grâce, elle n'avait plus envie qu'on adapte ses œuvres. Elle était plutôt sceptique sur la manière dont un cinéaste qu'elle ne connaissait absolument pas. Elle dit, je ne vous connais pas, moi, M. Delvaux, ce que vous avez fait, etc. Et tout. Moi, je suis plutôt sceptique sur cette œuvre. Et donc, Françoise Lévy veut faire un documentaire à partir de là. Super casse-gueule. Premier truc qu'on peut nous reprocher tout de suite, c'est de dire bah, c'est littéraire, faites-en un livre, qu'est-ce que vous allez faire un documentaire là-dessus? Tout le monde est mort. Donc il n'y a plus grand-chose à mettre en avant par rapport à cette réalité-là, encore moins au niveau du réel, parce que le réel, il a donné son avis là-dessus, déjà. Et donc, elle s'obstine, parce que moi, ce que j'adore dans les documentaristes, et surtout les femmes documentaristes, c'est cette obstination. Elle dit, elle veut faire ce film, s'en fout, elle veut quand même faire ce film. Elle fait un premier passage en commission, elle est ratiboisée. On la remballe en disant, écoutez, on voit vraiment pas qu'est-ce que ça a comme intérêt de faire un film. En plus, qui connaît encore Yourcenar, qui connaît Delvaux? Donc c'est un peu les mêmes trucs. Enfin bon, elle est... et Martine Barbet dit, écoute, vois quand même avec Luc, on ne sait jamais qui pourrait t'aider. Et j'avais déjà travaillé avec Françoise sur le documentaire qu'elle avait fait sur les galeries Saint-Hubert, il y a déjà une dizaine d'années. Elle vient me trouver, elle me dit, voilà, est-ce que tu peux m'aider à ce qu'on puisse retravailler ça? Et je me rends compte que ce qui l'intéresse, en fait, dans cette correspondance, c'est pas tellement uniquement Delvaux et Yourcenar, c'est le personnage qui est le héros de cette histoire de l'œuvre noire qui s'appelle Zénon. Et Zénon, le héros de l'œuvre noire, c'est une espèce de dissident de l'époque, un intellectuel libre qui veut développer sa pensée, sa philosophie sans entrave. Comme c'est une époque de l'Inquisition, c'est une époque extrêmement dure pour ceux qui ne rentrent pas dans les normes, il est poursuivi, il est pourchassé, ça devient une espèce de nomade, de migrant de l'époque. Et puis, à un moment donné, il est rattrapé, il est jugé, et avant d'être brûlé, comme c'était le cas de figure à cette époque-là, tragiquement, il se suicide. Et ce personnage est assez fascinant, que ce soit dans l'œuvre noire ou dans la correspondance de Delvaux. Et donc, on est reparti sur ce personnage-là. Et c'est ce personnage-là qui, au fur et à mesure de l'écriture de forme de traitement, est devenu le héros du film à travers l'œuvre noire de Yourcenar et des archives où Yourcenar parle avec Bernard Pivot de ce personnage, à travers Delvaux qui parle de la manière dont il a dû adapter ce personnage et avec Gian Maria Volonté en faire l'acteur principal de son film, et puis aussi finalement avec l'idée de qui est ce Zénon et qui serait ce Zénon aujourd'hui. Et donc, sur cette base-là, qui est une base plutôt thématique, plutôt que purement narrative, on a développé un projet de documentaire qui, heureusement, pour nous en tout cas, est passé favorablement à la commission, et donc qui va être tourné dans les mois à venir. Donc, j'ai plutôt vraiment accompagné le projet sur le désir profond. J'aimais bien le mot désir que vous avez tout repris, ce qui est extrêmement juste. Il est juste évidemment en fiction. On ne peut pas écrire une fiction si on n'a pas le désir de l'écrire. Mais en documentaire, la question du désir est incontournable et fondamentale. Et donc le co-scénariste, il doit aller rejoindre ce désir de la cinéaste ou du cinéaste et pouvoir l'accompagner à travers la thématique et l'immersion. Et quand je fais, autre exemple très vite, quand je fais avec Alain Marcoun le film sur les frères Dardenne, et où je suis co-réalisateur, mais j'étais aussi surtout au départ co-scénariste, là aussi, c'est par rapport à la manière dont la réalité s'est imposée à nous qu'on a dû opérer, et pas par rapport à un canevas préalable, puisque au moment où on décide de faire ce documentaire sur les frères Dardenne, qui sont quand même des amis d'Alain Marcoun. Alain Marcoun est leur chef, elle fait les lumières de leur film depuis des années. Ils nous disent non, merci beaucoup. Nous, on a déjà fait assez de documentaires sur nous. On en a marre. On arrête.
on veut plus faire des interviews et discuter sur notre vie, etc. et tout dans un film. On se dit, mais merde, alors qu'est-ce qu'on va faire? Et le producteur nous dit, écoutez, il y a quand même un petit problème. Vous allez faire un film sur les frères Dardenne, mais les frères Dardenne ne seront pas dans le film. C'est quand même un souci, ça. Et puis, curieusement, avec Alain, d'un point de vue scénaristique, on dit, eh bien, on les prend au mot et on les met pas dans le film. Et il y aura tout dans ce film, sauf eux. Et même pas des archives, même pas ils reçoivent la palme, etc., ou des broles pareils. On met rien. Alors on est tout content, on va trouver le producteur, on dit voilà, on a trouvé une idée. Ah oui, formidable votre idée. Maintenant vous allez faire comment? Qu'est-ce que vous allez raconter si on les voit pas? Et donc on a commencé, alors évidemment, par rapport à cet événement qui nous avait été dicté, on n'avait jamais pensé nous-mêmes dire on ferait un film sur les frères Dardenne sans les frères Dardenne, à imaginer une thématisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on s'est plongé, puisque moi je pense que tout documentaire, il y a toujours une phase d'immersion absolue dans quelque chose, dans une situation, dans un personnage, dans un sujet. Nous, on s'est immergé dans les films, et on a commencé à revoir tous leurs films. Galère, hein, je vous jure, de se taper tous ces films des frères Dardenne, des jours entiers, à les regarder du début de la journée à la fin de la journée, qu'à un moment donné, on était écœurés et on disait « Vive un Louis de Funès !» pour un peu nous remettre le moral en route. Et puis, tout à coup, justement, on s'est rendu compte que, en fait, et c'est là où le thème, et je termine là-dessus, où la thématisation nous a sauvés quelque part, nous a entraînés dans le film qu'on a fait. On peut aimer, pas aimer, ça c'est un autre débat. C'était qu'on s'est rendu compte que les films des frères Dardenne n'étaient pas du tout des films sociaux. On dit toujours que c'est du cinéma social. C'est pas du tout du cinéma social. Et avec Alain, on s'est rendu compte que c'était du cinéma moral. C'est un cinéma qui traite la question morale. Dans chaque film des frères Dardenne, la question morale est essentielle et pas du tout la question sociale. Et là, on était sauvés. On savait, pour nous, on savait ce qui allait nous guider dans la thématisation du film. Et après, ça n'a pas été trop compliqué de mettre en place des situations sans eux pour parvenir à faire un documentaire sur leur cinéma avec cette thématique de l'aspect moral de leur film. Vas-y, Manon. Pour rejoindre ta question sur la pertinence d'un co-scénariste en écriture documentaire, parce que là, donc les exemples que tu évoques, c'est plus effectivement un documentaire d'investigation. Quand tu parles d'immersion, c'est plus au sens, je l'entends là, de documentation. Donc effectivement, je pense que dans ce sens-là, la collaboration se justifie. Et c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment distinguer les formes de documentaire. Donc voilà, donc là les exemples effectivement sont probants parce que vous traitez, comme tu le dis toi-même, d'une thématique et que vous êtes en train de chercher autour de ça, même si y a quelque chose que tu as dit au tout début, qui avait quand même cette fonction de faire émerger ce qui était encore obscur chez l'auteur pour en dégager une thématique, mais toujours dans le but d'en dégager une thématique et de travailler autour de ça. Voilà. Mais je me demande justement si, d'une certaine manière, tu parles d'accompagnement tout à l'heure, tu parles de point de vue aussi, si le point de vue n'est pas justement quelque chose qui appartient à l'auteur et à l'auteur seul, que c'est lui qui doit en découdre avec ça d'une certaine manière, et que le co-scénariste aurait un apport différent. Je m'explique. Je trouve que, à mon avis, un co-scénariste, c'est pas un accompagnateur, c'est pas un tuteur d'écriture comme on en trouve souvent, que ce soit le Centre du cinéma qui en propose ou dans les ateliers de production, il y a des formules comme ça où on fait un travail d'accompagnement ou d'accoucheur entre guillemets. C'est pas non plus quelqu'un qui est cantonné à l'écriture d'une voix off, parce que c'est un exercice difficile à voix off, et on fait appel à des auteurs avec qui ont une patte littéraire particulière pour écrire des voix off, ou alors l'exemple le plus connu de cette maestria du commentaire, c'est Chris Marker et d'autres. Mais moi, j'essaie de voir si d'une certaine manière un co-scénariste, toute cette phase qui est celle de l'immersion, qui est celle du façonnage d'un point de vue, d'une certaine manière, il n'a pas à y faire grand-chose, et que c'est dans un second temps, quand on parle plus de
traitement, quand on parle plus des questions de mise en scène du réel, du dispositif, de dramaturgie, de caractérisation des protagonistes, qui en deviennent donc des personnages, si là, c'est pas plus son travail, d'une certaine manière. Je pose la question comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent pas de... Enfin, ce que tu viens de mentionner ne peut pas forcément avoir lieu s'il n'y a pas eu de toute façon l'immersion dans le réel. Et j'ai presque envie de dire que du coup, il s'agit peut-être plutôt de questions qui se jouent au montage. Et si c'est des films qui se tournent dans la durée, ça va être le monteur qui vient régulièrement regarder les rushs, avoir peut-être ce rôle-là. En tant que monteuse, j'ai envie de dire que enfin voilà, ça va être à la période du montage que la personne va devenir un personnage. En amont, c'est, enfin voilà, je sais pas comment dire. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est tout à fait vrai. C'est que pour moi, les monteurs et les monteuses de documentaires sont des co-scénaristes. Ils font un travail sur un matériau et parfois même ils trouvent au montage quelque part ce qu'on pourrait appeler le scénario du documentaire. Donc quand moi j'interviens comme co-scénariste, c'est vrai que en fait j'interviens très peu sur le tournage proprement dit. J'interviens en amont et puis je reviens en aval. Sur le tournage, je suis plutôt observateur et spectateur ébloui du travail que fait la cinéaste ou le cinéaste. Mais au montage, là, je peux de nouveau aider avec le monteur ou la monteuse, évidemment, pour que un nouveau scénario parfois émerge, parce que les surprises du réel, les surprises de ce qui a été tourné, fait tout à coup qu'on se dit mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raconter ce sujet. Il faut le raconter tout autrement et retrouver là cette liberté que c'est beaucoup plus compliqué à avoir en fiction. Ça arrive, mais beaucoup plus rarement, tandis qu'au documentaire, c'est fréquent. C'est pour ça que je dis, nous sommes des scénaristes en documentaire, des scénaristes à processus. On entre dans un processus qui est chaque fois singulier, comme vous l'avez plusieurs d'entre vous rappelé, et qui fait que on intervient parfois plus efficacement au montage qu'à l'écriture du dossier, ou au contraire, on est intervenu bien à l'écriture du dossier, et puis on n'a plus besoin de nous, parce que tout coule de source et tout se fait sans que les cinéastes ont besoin de l'apport de cette co-scénarisation. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de normes là-dedans. Il faut laisser ça complètement ouvert. Il ne faut surtout pas verrouiller, parce que si vous empêchez la surprise du tournage, qui est quand même fondamental et qui fait que ça peut changer le cours de votre sujet, il faut rester ouvert à cette surprise-là. La surprise ne vient pas, comme dans la fiction et dans le scénario de fiction, d'une péripétie, d'un rebondissement qu'on a retrouvé ou d'un truc comme ça. Elle vient là de ce qui a été de la pratique même du tournage proprement dit. Oui, et au-delà même du fait d'être présent sur le tournage, c'est aussi, on n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un entre soi et la personne qu'on filme. Tout à fait. Voilà, pour qu'adviennent des choses aussi. Mais le fait de s'associer avec un co-scénariste dans l'écriture du documentaire, j'ai du mal à imaginer comment, alors que le film émerge d'un vécu personnel ou d'une rencontre, d'une recherche de parfois de longues semaines d'immersion, etc. Comment un scénariste peut... Alors c'est différent, il y a peut-être des gens qui peuvent aider dans l'écriture, donc de manière à ce qu'on écrit soit clair, compréhensible, etc. Mais c'est encore très différent d'un scénariste qui interviendrait dans ce processus d'écriture. J'ai du mal à imaginer sa place, quoi. Oui, c'est quelque part, oui. Mais, a fortiori, quand on co-réalise, toi, tu te poses peut-être moi, moins j'ai effectivement un rapport assez particulier à l'écriture d'un dossier, puisqu'on co-réalise, donc on co-écrit, donc c'est une co-écriture, c'est assez particulier comme exercice. C'est un peu déroutant la première fois, et puis après, on trouve une manière de fonctionner ensemble. Et donc, forcément, ça se passe beaucoup dans le dialogue, dans la confrontation des idées, et puis on a trouvé comment
comment s'en sortir avec tout ça, mais c'est une co-réalisation, donc c'est pas un regard extérieur sur une narration proposée ou... Mais est-ce que cet apport plus technique alors d'un co-scénariste serait valable pour un certain type de film où on se dirait de manière, je caricature expressément, mais cinéma direct, c'est pas la peine, il n'y a rien à faire ici, mais sur des films qui sont plus des essais ou des films historiques, où des éléments sont déjà, comment dire, une matière est déjà là en amont du tournage. Est-ce que cette collaboration aurait plus de sens? Je pense aussi aux documentaires des documentaires, enfin des films hybrides, on va dire, où des dispositifs fictionnels sont utilisés dans certains documentaires. Voilà. Est-ce que là il y a des terrains plus propices à une collaboration ou pas? J'ai vraiment du mal à répondre parce que je n'ai jamais travaillé avec un scénariste, donc j'ai du mal à imaginer. Peut-être que ça pourrait apporter quelque chose, mais je ne peux pas mettre les mots dessus là comme ça tout de suite. Effectivement, comme Lydie disait, le monteur est une forme de co-scénariste. Pour moi, en tout cas, essentiel. Mais je ne sais pas si tu as une idée de réponse. Non, mais ça dépend de l'auteur. Ça dépend de ses besoins, de ses envies. Ça dépend de sa relation au producteur. Est-ce que le co-scénariste vient parce que le producteur a la sensation qu'il manque quelque chose, qu'il manque une compétence? Est-ce que c'est l'auteur qui... Enfin, si l'auteur en ressent le besoin, je pense qu'une collaboration sera possible, pour autant qu'ils arrivent à déterminer le champ de leur... Voilà, c'est ça. Après, je pense qu'on peut avoir par contre envie d'une collaboration avec quelqu'un, mais qui n'est pas à l'écriture, mais plus quelqu'un qu'on va choisir en fonction de... Enfin, je pense à ça parce que dans le cadre d'un de mes films, j'ai fait appel à un scientifique, par exemple, parce que ça m'intéressait de confronter mon écriture à celle d'un scientifique, voilà. Mais pas spécifiquement aux attentes techniques d'un scénariste, mais plus d'aller chercher une collaboration d'écriture parce que sur tel ou tel film, je sens que ça va amener quelque chose et que c'est une expérience, voilà. Mais c'est vrai que autant c'est un besoin que j'ai peut-être maintenant dans l'exercice de la fiction plus pure, mais en documentaire, je pense que ça dépend tellement du point de départ du film, du trajet. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui, pour moi, se jouent davantage au montage. Et où c'est là où c'est peut-être l'étape, plus personnellement, je trouve la plus douloureuse pour un documentariste, le montage. Vous êtes d'accord? De toute façon, c'est un faux problème. Je veux dire, si vous n'avez pas envie de prendre un scénariste, vous n'en prenez pas. Hein. Je veux dire, c'est pas plus compliqué. Il faut pas aller chercher des complications là où il y en a pas. Hein. Je veux dire, il y a personne qui impose qu'il faut prendre un co-scénariste. On réfléchit ici, puisque c'était l'enjeu de ce débat, de dire, dans le cas de figure où vous en prenez un, si vous en prenez un, personne ne vous oblige personne, à quoi peut-il vous servir? Qu'est-ce qui vient apporter? Et c'est chaque fois des processus, comme toujours, hein, même en fiction, c'est comme ça aussi, des processus singuliers. Moi parfois, je sers plus à déconstruire qu'à construire. C'est déconstruire ce qui est proposé, parce que c'est dans cette déconstruction que tout à coup on trouve quelque chose qui va faire avancer le projet, ou qui va déverrouiller des problèmes que rencontre ou que rencontrerait le cinéaste. Parfois, on sert comme pour avoir la distance. On a une distance par rapport à celle au cinéaste qui est plongé dans son sujet, qui est en pleine immersion, qui n'a plus aucune distance avec son sujet, et le co-scénariste apporte cette distance. Parfois, c'est le contraire. C'est lui qui vient apporter un fil narratif qui serait utile et intéressant dans le sujet qui a été choisi. Donc, il y a différents cas de figure, quoi. Mais bon, ne vous sentez jamais obligé, évidemment, d'en prendre. Mais donc,
Ça, c'est toujours lié à l'écriture de ce dossier qu'on va déposer, parce qu'on n'écrit pas un documentaire. Non, mais ça, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que moi, je suis pas un dossiéiste, moi. Moi, non, mais vous allez pas m'appeler pour écrire des dossiers, hein, parce que moi, ça m'intéresse pas. Le dossier, il doit avoir une preuve d'authenticité, sinon ça n'a aucun sens. On me demande juste pour dire écris le dossier parce que nous, ça nous emmerde d'écrire ça pour toutes les commissions auxquelles le sujet doit passer. Non, ça il faut pas. C'est pourtant un nouveau métier. Hein. Ça existe. Mais on doit être attentif à ça parce que c'est pour ça que je dis aujourd'hui les instances d'avis ne sont plus, et c'est pas la faute de ceux qui en font partie. Je respecte tout à fait la légitimité de ceux qui lisent et qui font un boulot de ouf pour lire tous les dossiers et après décider. Il y en a 4 qui sont pris sur les 30 ou les 25 ou les 50 qui sont proposés. Donc vraiment, il mérite. Non, la Légion d'honneur chez nous, ça n'existe pas, mais la Croix de Léopold ou je ne sais pas quoi, moi. Donc ça, j'en conviens. Mais c'est justement, il s'agirait que les dossiers correspondent beaucoup plus aujourd'hui au désir des cinéastes de ce qu'ils veulent faire, et que c'est ça l'enjeu fondamental. Et là, scénariste ou pas scénariste. Si un scénariste peut venir aider ça, ben, tant mieux. S'il n'aide pas et que la cinéaste ou le cinéaste se débrouille tout seul, ben, tant mieux aussi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Oui, mais moi, je parlais du dossier, puisque on écrit son film, je le répète, pour écrire un dossier, pour trouver des financements. Après, on écrit plein de choses dans son cahier d'envie, comme tu disais, des notes, on essaye de formuler ses intentions, ça c'est une chose, et puis après on doit écrire un dossier où effectivement on peut ou faire appel à un scénariste ou pas en fonction du type de film. Nous, pour nos 2 derniers dossiers, on a fait appel à une personne extérieure qui nous a été vraiment très très utile, mais on peut peut-être l'appeler scénariste, mais c'était pas vraiment son travail parce qu'elle n'a pas écrit un paragraphe dans notre dossier. Elle a simplement essayé de dégager les choses essentielles dans notre écriture. Pourquoi est-ce que cette idée-là, on l'avait écrite en tout petit alors qu'il fallait l'écrire en très grand? Parce qu'elle n'était pas assez mise en valeur ça, tu écris ça, mais moi, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu pourrais le formuler autrement? Essayer de Et ça, c'était très utile. Par contre, donc, peut-être ça. Et ce que tu dis là, ça devrait être le rôle d'un bon producteur. Oui, mais ça c'est pas bon, non. J'acquiesce. C'est aussi le travail de ce qu'on appelle les script docteurs. Hein. Le script docteur, il intervient sur un projet. Moi, je suis script docteur sur beaucoup de films, mais je n'écris pas une ligne. Hein. Donc, je viens juste donner un avis ponctuel, circonstancié, et puis je me barre, quoi. Après, les cinéastes en font tout ce qu'ils ont envie ou pas envie. Tranquille. Mais là, oui, mais là, c'est un travail ponctuel sur un scénario en cours, que ce soit en documentaire ou en fiction. Alors, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Un spécial, il y a plein de choses à dire, mais justement, il nous reste un quart d'heure, donc je vais me retourner vers la salle pour voir s'il y a des questions. Oh là, oui, il y en a. Alors, il y a des micros qui peuvent circuler. Alors, c'est pas une question, c'est une réponse par rapport à une question que tu as posée tout à l'heure, Cyril. Il y a une forme de documentaire où la question du co-scénariste pourrait être plus appropriée, c'est le documentaire animé. Bon, parce que c'est une forme qui doit être plus écrite au départ. Ce samedi-ci, le samedi dernier, il y avait un débat sur le montage en documentaire. Il y avait 3 mots récurrents. C'était narration, personnage et émotion. Et les monteurs disaient que pendant le dérochage, ils identifiaient des personnages où ils confortaient les choix du réalisateur. Ils tiraient un fil narratif et qui était producteur d'émotions. Donc voilà, la question de la narration, en tout cas, était très très présente ce jour-là pour les monteurs. Et il y a même un réalisateur qui a dit, bon, le dossier, une fois qu'il est écrit, une fois qu'il est passé en commission, je le jette au bac et je pars en tournage.
pour aller plus loin. Si on n'a pas déjà tourné. Merci William. En documentaire, on parle beaucoup de dispositifs et je me demandais comment ce mot arrivait dans l'écriture. Quel est votre rapport à ce mot déjà? Et ensuite, est-ce que l'écriture arrive nécessairement après avoir senti ou trouvé le dispositif, ou est-ce que ça peut être dans différents sens? Voilà. J'espère que c'est clair. Je crois que, pour moi, personnellement, ça dépend des projets. Il y a des projets de films pour lesquels le dispositif est déjà très clair dans notre tête avant même d'écrire le dossier ou même de commencer les repérages. Et d'autres fois où c'est en écrivant que petit à petit le dispositif commence à se construire ou à se dessiner, ou des idées commencent à émerger sur comment faire circuler la parole, ou comment mettre un personnage en avant, ou etc. Ouais, selon le film, toujours pareil. Ça s'impose assez naturellement. Moi, je crois qu'assez vite, je sais, tiens, là, il faut que je sois seule, par exemple. C'est moi qui tiens la caméra. Là, voilà, j'aurais besoin, au contraire, qu'on soit dans un dispositif de tournage, parce que de vrais tournages, comme on l'entend au sens fiction du terme, parce que ça peut peut-être faire apparaître d'autres choses. C'est très aléatoire selon mais en général, ça vient assez naturellement. De la même manière que le choix du support aussi va induire la manière aussi d'être face à l'autre, face à son... voilà, la situation. Mais je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un film en utilisant tel dispositif. Non, en général, c'est... De fait, ça vient. Enfin, je sais pas. Et dans l'écriture, bon, moi, c'est un peu particulier parce que souvent, j'écris après coup. Donc, forcément, je le dévoile, le dispositif dans l'écriture, mais parein, le mot dispositif, il est dans les dossiers, à force d'en lire aussi, je le trouve dangereux, parce qu'il y a un côté aussi formule. Et souvent, je trouve qu'on le met à toutes les sauces, mon dispositif. Hein. Alors qu'encore une fois, je crois que tout ça doit rester très simple, et c'est vraiment la position et la sincérité de la personne qui fait un film qui compte, son désir, encore une fois. Oui, et sa capacité à être attentif à ce qui advient en cours de route, quoi. Parce que voilà, connaissant l'histoire de ton projet à toi, Colline, où tu avais d'abord imaginé un dispositif où j'ai monté le film de Colline, voilà, juste pour dire, sachant dans l'historique du projet qu'il y a d'abord eu l'idée d'un dispositif, d'une caméra qui s'installe dans un lieu précis, qui filme des gens parler, et qu'en cours de route, tu arrives au fait de parler avec quelqu'un, toi, et qu'on soit plus dans un dialogue. Pourquoi je voulais venir à ça? Il y avait une raison très précise. Voilà, c'est la capacité à s'adapter à ce que le réel nous impose, ou à ce qu'on sent comme la bonne intuition quand on s'immerge quand on se confronte à son sujet, quoi. Donc j'ai envie de dire que ça peut... Alors, après, là, on fait comme si on avait le choix aussi. Et, enfin, moi, je sais que je me donne le choix, mais aussi parce que j'ai pas beaucoup de sous en général quand je fais les choses. Mais malheureusement, quand des fois on a des télés, c'est très difficile tout d'un coup de dire à Arte, moi, j'en ai rien à foutre du cadreur. Pour ce film-là, c'est moi qui tiendrai la caméra. Et c'est très compliqué à imposer ce genre, à moins d'être déjà... Et encore, je crois. Mais donc, du coup, il y a des dispositifs qu'on a du mal aussi à imposer dès l'instant où il y a trop d'argent sur un film. Donc, souvent, moi, je sais quand j'ai des dispositifs un peu particuliers, ou que j'ai besoin aussi d'être dans la durée, ou presque des fois dans l'expérience de mon film, voilà, c'est des films que je préfère démarrer sans trop de budget, parce que je sais qu'on ne viendra pas interférer dans mes choix de dispositifs, pour le coup. Mais voilà, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il faudrait 2 heures de plus.
Mais c'est vrai, c'est un mot important et c'est vrai qu'il est beaucoup utilisé dans les dossiers et dans des notes qui sont remises aux différentes commissions, aux télévisions. Il y a un synonyme qu'on peut aussi utiliser qui est des mises en situation. Donc c'est réfléchir sur les situations dans lesquelles le cinéaste va être plongé et ses interlocuteurs. Et ça, c'est vrai que c'est une réflexion qui a souvent lieu extrêmement en amont. Je veux dire, quel dispositif on va mettre en place, quelle situation, enfin, comment faire après pour que ça ne devienne pas effectivement une formule et simplement un truc passe-partout pour dans le dossier. Ça c'est autre chose. Mais c'est un mot important parce qu'il est assez spécifique au documentaire. Je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Bonjour. Je trouve assez marrant, en fait, parce que dans le samedi passé, moi j'ai posé une question par rapport au monteur, peut-être comme co-réalisateur et scénariste. Et toutes les gens qui étaient présentes, surtout un réalisateur qui est monteur, a dit que c'était pas du tout juste, du tout. Et je suis assez étonnée de voir que les réalisateurs et même monteuses réalisatrices reprennent cette expression-là. Et je me demande dans quelle mesure ce n'est pas quelque chose qui arrive selon comme le développement le processus est passé, en fait. Le fait que le réalisateur a une idée très claire et très forte de l'esthétique qu'il veut réaliser. Et puis, peut-être, au fur et à mesure, il se rend compte que les choses ne sont pas là, etc. Et le monteur arrive à ressortir quelque chose d'autre. Ou si c'est carrément, dans le documentaire, un statut régnier du monteur, parce qu'on ne met jamais monteur que réalisateur dans les génériques de films. Donc, je me demande dans quelle mesure c'est un cas ou l'autre. Voilà, merci. Effectivement, j'étais là aussi au débat sur les monteurs, donc je me rappelle de ce que vous disiez. Ici, ça semble assez évident que le monteur fait un travail de co-scénariste, parce qu'il travaille vraiment sur le matériau même du film et sur la forme qui sera sa forme finale. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir saisi votre question. Parfois, il y a des réalisateurs qui ont une position esthétique tellement forte et au montage, ils ne vont pas... Oui, je vois. Je vais répondre à ta question. Je vais confirmer ce que tu dis. Effectivement, moi, il y a eu des films où j'avais pas envie de monteur. Mais parce que je savais aussi que ce que j'étais en train de mettre en place était très compliqué à communiquer et que j'allais le faire très bien moi-même. Voilà. Et puis à l'inverse, il y a des films où j'ai eu besoin qu'il y ait quelqu'un, et heureusement, parce qu'effectivement, pour prendre le recul, selon en plus le type de projet. Mais voilà, je sais qu'il y a un de mes films, c'était très clair, et d'ailleurs c'était dans le désir premier même du film, c'était que ce film-là, c'est moi qui le monte. Voilà. Et l'immense retour. Mais parce que c'était un poème déjà à l'écriture, je savais que ce serait un poème au montage, et que j'avais pas envie de commencer à négocier des coupes. Quand je parle de négocier, c'est pas négatif, hein. Mais que d'instinct, j'allais trouver moi le rythme de ce film. C'est une forme courte, hein, attention, mais donc voilà, c'était évident dès le départ qu'il n'y aurait pas de monteur dans la salle, et c'était une expérience que j'avais envie de vivre seule, pour ce film-là. Et puis pour d'autres, il y a eu des monteurs, il y a eu différents monteurs. Enfin, selon les films, j'ai pas fait appel aux mêmes personnes aussi, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est les collaborations selon les projets. On n'a pas envie des mêmes personnes. Voilà. C'est intéressant que tu reviennes sur l'instinct, parce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là avec la question de l'écriture. Si on n'a pas particulièrement besoin de passer par un carnet d'envie, alors l'écriture, c'est plus que le dossier. Et pour mon premier film, par exemple, qui n'avait pas du tout été prémédité, qui avait été tourné comme ça, j'aurais jamais pu imaginer... j'aurais jamais pu me projeter dans l'idée d'un dossier, d'une quelconque écriture, et encore moins d'une collaboration avec un monteur, quoi. Parce qu'il faudrait passer par les mots, alors que c'est un geste instinctif, quoi, et que ça n'a pas grand-chose à voir avec les mots, quoi. Donc effectivement, ça dépend. Oui, mais il y a quelque chose qu'il faut quand même ajouter par rapport au montage. En tout cas, quand moi je suis dans mes documentaires, un des éléments importants, c'est évidemment la manière dont ça pourrait être rescénarisé, mais il y a un élément pour moi beaucoup plus fondamental qui est la temporalité.
c'est la manière dont les plans durent, la manière dont les plans se développent au niveau du montage qui me paraît fondamental dans le documentaire. J'ai toujours été frappé par les documentaires de Chantal Akerman, et elle raconte à Marianne Lambert, dans le documentaire qu'on a fait sur elle, qu'on dit souvent, quand on est pris par un film, on n'a pas vu le temps passer. Et elle dit, moi, tout mon travail de documentaire, mais aussi de fiction, mais enfin ici on est dans le documentaire, tout mon travail de documentaire, c'est aussi de dire, il s'agit que le spectateur, à un moment donné, puisse voir le temps passer, pour pouvoir prendre conscience de la force d'un événement, d'une situation. C'est très flagrant dans son documentaire qu'elle a fait en Amérique, où elle raconte... et suit le parcours d'un noir qui a été lynché, et à un moment donné, dans la trajectoire réelle de cet individu, il avait été traîné par un camion sur une route, par une Jeep sur une route pendant plusieurs centaines de mètres, et aujourd'hui, sur cette route, restent encore les traces qui ont été marquées par les policiers du passage de ce tragique événement. Et elle a filmé, en mettant la caméra sur une... Souvenez-vous, pour ceux qui ont vu le film, elle a filmé cette route sans aucun commentaire. Et la force de ce plan vient évidemment de sa durée. C'est parce que ce plan dure et qu'on se dit à un moment donné, mais qu'est-ce que... Le hors-champ de ce plan est extraordinaire, puisqu'on se dit, mais qu'a donc vécu ce personnage qui a été traîné comme ça pendant des kilomètres sur cette route des États-Unis. Et je pense que ça, c'est une dimension qu'un dossier, par exemple, ne peut pas rendre compte, ou le scénario ne peut pas rendre compte. Là, on arrive à la limite de ce que peut faire un travail de co-scénariste dans le documentaire. On ne sait pas travailler là-dessus. Ça, c'est vraiment... le point de vue de la cinéaste ou du cinéaste, et c'est un travail de montage absolu pour pouvoir justement jusqu'à quel point garder la durée du plan dans le documentaire. Regardez le documentaire de Marianne Lambert sur Chantal Akerman, parce que Chantal y revient d'une manière beaucoup plus pointue et beaucoup plus forte que ce que je résume très vite ici. C'est mon tour, oui. Moi, j'ai une question par rapport au traitement. Donc, je trouve ça intéressant que vous disiez le traitement, s'il est obligatoire dans un dossier, ça peut être un peu castrateur. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ah oui, mais dans ce projet, le traitement, c'est génial, ça m'oblige et ça me permet d'aller à la frontière de la fiction et du docu. Et je pensais typiquement quelque chose que j'avais entendu. Finalement, la limite entre les deux, c'est le fait que les acteurs d'un docu, ils sont pas professionnels. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... Non, mais par contre, ce que peut m'autoriser l'écriture en amont, je l'ai fait pour mon premier film en sortant de l'INSAS. C'était un portrait. Mais du coup, c'était déclaré, c'était ouvert, c'était de fantasmer une fin pour mon personnage et de l'écrire en amont. Et je l'ai tourné. Mais voilà, mais là, on va parler plus de dispositifs. Mais pour moi, c'était très clair que pour mon personnage, selon ce qu'elle allait advenir, selon ce qu'on allait traverser, en tout cas, je lui souhaitais cette fin. Et je l'ai tournée. Voilà. Mais donc là, oui, il y a eu une espèce d'imbrication, mais ça va dans les deux sens, hein, d'ailleurs. Dans la fiction, on peut aussi s'octroyer les aléas du réel. C'est dans l'écriture même, hein, dans le traitement. Enfin, ça, je l'ai fait aussi. Mais par contre, dans la forme telle qu'on l'attend, c'est pas ce que tu dis, je crois pas. Je pense que c'est pas essayer de tenter d'être dans une forme, ce qu'on appellerait un docu-fiction. C'est plus être... là, je réponds... c'est plus être, voilà, non, déjà donner à voir le film pour rassurer quelque part les commanditaires. Je pense pas que ce soit ce que tu veuilles dire. Non, mais je vois dans l'idée du travail plus de docu-fiction. C'est pour ça que tu... Je sais pas. Oui. Et là, effectivement, ça peut se prêter à une forme d'écriture un peu ludique,
Mais c'est autre chose. Je pense pas que ça s'appellerait traitement dans ce cas-là. Le docu-fiction, on va pas commencer à entamer une discussion là-dessus. Ça devrait être l'objet d'un débat en soi, parce que il y a un développement très très fort quand on voit la chaîne AB Explore là. Je sais pas si vous avez déjà regardé cette nouvelle chaîne de RTL. Ça, c'est vraiment le docu-fiction dans toute sa splendeur pour justement capter le spectateur et faire qu'il est accroché à son fauteuil comme s'il était dans un film de fiction, alors que ce sont des personnages réels qui interviennent. Il y en a un tout à fait étonnant sur le dopage dans le cyclisme, où le cinéaste lui-même se dope pour pouvoir comprendre de l'intérieur la manière dont vivent les dopés. Puisque quelqu'un qui est dopé, il est complètement dédoublé. Il y a lui, et puis il y a un espèce de costaud en lui qui fait ce que lui ne serait incapable de faire s'il n'était pas dopé. Et donc à ce moment-là, on arrive dans des scénarisations extrêmement fortes, parce que là, c'est super scénarisé, avec tous les rebondissements d'usage et avec une progression dramaturgique et dramatique pour arriver au final. Est-ce que ce type va pas mourir lui-même d'un excès de dopage, etc. et tout. Et c'est vrai qu'on est accroché quand on regarde ça. Mais en même temps, ça fait peur, parce que ça veut dire qu'en tant que spectateur, vous n'avez absolument plus aucune distance, ni de point de vue réflexif, parce que, je suis désolé, mais pour moi, un documentaire, ça fait aussi penser les gens. C'est pas simplement fait pour passer le temps ou dire, tiens, je vais m'intéresser comme ça un peu à cette problématique. C'est interpeller les citoyens, les spectateurs, pour que ça déclenche un processus de pensée qui leur est personnel. Là, il n'y a pas de processus de pensée. On est complètement accroché et identifié au personnage. Donc voilà, ce type de docu-fiction, puisqu'on les appelle comme ça, demanderait effectivement une réflexion de notre part, parce qu'on ne peut pas non plus en faire fi et balayer ça. Il y a des films totalement fascinants qui ont été faits de cette manière-là, et donc ça pourrait être, oui, par exemple Watkins et d'autres, ça pourrait être l'objet d'un autre débat, parce que ça demanderait beaucoup plus de développement, parce que c'est très particulier. Bon, eh bien on doit clôturer manifestement pour laisser la place à la séance suivante. Merci à tous.